ainsi que les diverses entreprises qui montent leur cas d'usage sur Hedera. Vous l'avez compris, Greg est Lead Developer Advocate chez Hedera hGraph et merci beaucoup pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Je tiens également à remercier Nicolas Cantu de la société Onyx qui nous a permis de nous rencontrer et de créer cette opportunité de conférence. Merci Greg et la parole est à toi. Merci David et puis merci à tous d'avoir pris ou de prendre un peu de temps sur ce week-end peut-être prolongé pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas c'est un jour férié aujourd'hui, donc j'apprécie vraiment le temps que vous m'apportez. Donc oui, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Donc David m'a déjà présenté, je suis effectivement Lead Developer Advocate chez Hedera depuis à peu près 3 ans. Donc voilà, c'est moi. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Twitter, sur la plupart des réseaux sociaux. Et on a aussi un Discord et Telegram pour les discussions plus approfondies au niveau technologique. Donc, la base, comme David l'a dit tout à l'heure pour Hedera hGraph, c'était vraiment d'étudier les raisons pour lesquelles les blockchains ou les registres distribués à l'époque, en 2018, n'avaient pas vraiment pris un essor énorme. Il est vrai que quelque part, pour tout le succès qu'on voit des blockchains ou des registres distribués qui existent depuis une dizaine d'années, ça reste quand même un petit microcosme. On n'a pas vraiment beaucoup d'adoption au niveau global, en particulier au niveau des entreprises. Donc, nos cofondateurs, Leemon et Mans, se sont attelés à essayer de résoudre quatre grands problèmes ou 4 grandes lignes en fait. La première étant la performance, sachant qu'à 10 ou 15 ou même peut-être 100 transactions par seconde, on ne peut pas vraiment couvrir les cas d'usage à l'échelle mondiale. La sécurité est essentielle, évidemment pour attirer des grandes entreprises, des grands comptes sur une plateforme. Une stabilité continue est aussi une nécessité. On va rentrer dans les détails de ces quatre grandes lignes tout à l'heure, ainsi qu'une gouvernance forte. Donc, si on revient un peu dans le passé, dans les années 70, pour ceux qui s'en souviennent, tout se faisait par papier, on s'envoyait des fax, quoique on s'envoie encore des fax de temps en temps, paraît-il. Après, au début des années 70, on a commencé à avoir des serveurs et des ordinateurs qui se sont installés. Ça a introduit un peu de rapidité dans ces processus qui étaient autrement papier. Ensuite, on a découvert l'Internet. On a pu connecter ces ordinateurs les uns aux autres et on a pu commencer à créer beaucoup de collaborations, pas forcément de réseaux sociaux, mais des choses comme du mail ou des chatbots qui existaient à l'époque, qui permettaient aux gens de collaborer plus facilement. Et en 2009, avec Bitcoin et peu de temps après Ethereum, on est passé dans l'ère de la confiance avec les registres distribués publics, où le stockage des données et la modification des données étaient contraints par des règles qui sont implémentées au niveau des registres distribués. Donc, encore une fois, si on revient sur l'historique depuis Bitcoin en 2009, on a eu cette nouvelle crypto-monnaie qui permettait de faire des échanges à travers le monde sans intermédiaire, avec la sécurité qui est attachée. Ethereum, en 2014, a apporté un niveau de programmabilité au travers de contrats intelligents, ce qui a permis de créer des actifs digitaux et d'autres a été lancé pour vraiment permettre ou autoriser l'utilisation d'un registre distribué public à l'échelle de l'Internet. On parle de transactions par seconde très rapides, ce qu'on va voir dans les slides à venir. Donc, au niveau technologie, qu'est-ce que le consensus hGraph? Donc,
on le compare, enfin on le met en comparaison ici avec une chaîne de blocs, simplement parce que ça n'est pas une chaîne de blocs. Comme David l'a dit dans l'introduction, c'est un graphe acyclique directif, un DAG. Maintenant, je voudrais juste, bon, c'est un peu technologique, je ne vais pas creuser en grand détail, mais tous les DAG ne sont pas les mêmes. C'est simplement que notre algorithme de consensus utilise un DAG pour déterminer la finalité et l'ordre des transactions. Il ne sert pas forcément au stockage des transactions comme d'autres plateformes qui utilisent un DAG. On s'en sert purement pour l'algorithme de consensus. Donc, on n'est pas une chaîne de blocs. Les chaînes de blocs sont typiquement lentes, simplement parce que propager les blocs à travers le réseau est une opération qui est lente. Et ce qui est assez novateur au niveau du consensus Hgraph, c'est cette notion de commérage sur le commérage, gossip about gossip en anglais. Et la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que si vous prenez un cas de réseaux sociaux, quel que soit celui que vous préférez, quand vous communiquez avec quelqu'un, vous leur communiquez une information, mais si au moment de leur communiquer cette information, vous pouviez aussi communiquer d'où vous avez entendu cette information, et éventuellement d'où cette information est venue avant, et ainsi de suite, la personne à qui vous communiquez l'information est au courant de qui, au niveau du réseau social, est au courant de cette information, de façon très rapide. Donc, ce commérage au sujet du commérage est la façon par laquelle les nœuds se mettent au courant des opérations qui sont à effectuer. Et ceci se fait très rapidement, se fait sans leader, donc on a une grosse tolérance au niveau des attaques, ou une plus grosse tolérance au niveau des attaques que d'autres réseaux qui ont un leader. Et c'est un processus qui est très, très efficace, donc ne nécessite pas beaucoup d'électricité comparé à tout ce qui est preuve de travail et autres. Donc, on commence avec le réseau Hedera, un réseau de serveurs, de nœuds. On a aussi des nœuds miroirs, on rentrera dans le détail des nœuds miroirs tout à l'heure. On a un conseil d'administration. Et le réseau offre deux services principaux, un service de consensus qui est en fait le consensus Hgraph au travers d'un API qui permet de construire de l'applicatif et de la programmabilité qui ne réside pas au sein même du réseau Hedera, mais qui est ce qu'on appelle communément Layer 2 ou une deuxième couche. Et par exemple, Hyperledger s'en sert pour rendre un réseau qui est privatif semi-public. Donc le consensus peut venir de Hedera, c'est une option pour Hyperledger qui améliore la partie confiance de ce qui est autrement un réseau privé. On a aussi un service de token qui a maintenant quelques mois et qui est lui aussi natif. Donc, ça n'est pas un smart contract, ça n'est pas du Solidity. La plateforme intègre tous les API et toute la gestion des tokens de façon native, ce qui fait que c'est très, très, très efficace au niveau performance. En cas d'usage, on touche à peu près à tout. Une des choses que j'aime le plus par rapport à mon travail au jour le jour, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans les télécoms, j'étais un peu verticalisé, j'étais un peu spécifique dans ce domaine. Et là, je touche vraiment à toutes les industries, que ce soit de l'automobile, que ce soit des assurances, que ce soit, enfin, vous pouvez imaginer tous les cas d'usage qui peuvent exister. Ça touche toutes les industries et c'est super intéressant. Et les utilisateurs après de ces cas d'usage sont des individus, des entreprises, des gouvernements. On commence à travailler dans tout ce qui est Internet des objets. Donc, par exemple, dans le cadre du suivi de Covid en Angleterre, c'est le suivi de la température et l'enregistrement de la température sur Hedera qui fait que s'il y a une question qui se pose au sujet de la température d'un frigidaire,
celle-ci peut être vérifiée et elle ne peut pas être, comme elle est immortalisée quelque part sur le réseau, personne ne peut ensuite modifier les données si un problème s'avérait. Donc, je parlais tout à l'heure d'un réseau miroir. Donc, le réseau principal, le mainnet, c'est celui qui s'occupe du consensus, c'est lui qui reçoit les opérations, les transactions de la part des clients. Et chaque opération sur le réseau nécessite ou requiert un paiement en HBAR, qui est notre crypto-monnaie, comme ETH sur Ethereum pour les smart contracts, par exemple. Et le MirrorNet, lui, est un réseau de nœuds miroirs qui garde un historique complet ou partiel des transactions. Donc là, c'est une des différences. Hedera, les nœuds du réseau en lui-même ne maintiennent que l'état final des opérations. Autrement dit, si David me transfère des HBAR, Hedera sera au courant de la quantité de HBAR qu'il y a dans mon compte et dans le compte de David, mais ne saura pas forcément quel est l'historique des transactions qui a permis d'arriver à ces quantités de données ou de HBAR. Donc, le MirrorNet s'occupe, lui, d'accumuler tout cet historique de transactions et on commence à voir des entreprises, enfin des gens qui créent des services ajoutés au-dessus de ces données, que ce soit de l'analyse de données ou des souscriptions où on peut recevoir un SMS, par exemple, quand on reçoit des HBAR ou autres. Donc, il y a un écosystème qui se crée au niveau des nœuds miroirs qui est assez intéressant. Donc, pourquoi blockchain 2.0, voire même 3.0 ? Simplement parce que on peut voir une évolution ici au niveau des transactions par seconde. On est à 10 000 plus transactions, un potentiel de 10 000 plus transactions par seconde. On en voit grosso modo 50 à 80 en moyenne aujourd'hui, donc on a encore beaucoup de place pour grandir. Ça, c'est sur une seule partition. Donc, si éventuellement on arrive à 10 000 sur la partition aujourd'hui, on peut créer facilement une deuxième partition qui nous permettra de passer à 20, puis 30, puis 40, etc. Les coûts des opérations sont très, très bas comparés à beaucoup d'autres réseaux. D'autres sont similairement bas par rapport à nous. Une des grosses différences, et peut-être, à ce que je sache, unique dans le monde des registres distribués publics, c'est que nos prix ou tarifs de transaction sont fixés en US dollars. Autrement dit, on varie la quantité de HBAR nécessaire pour payer pour une transaction toutes les heures en fonction du taux de change et d'une fonction de lissage. Mais grosso modo, si vous êtes une entreprise et que vous allez faire 1000 opérations par seconde ou par jour, vous savez précisément combien cela va vous coûter. Il n'y a pas de fluctuation basée sur le cours de la crypto-monnaie qui a fait flamber certaines opérations sur certains réseaux. Je vois ici que 2,89 ne me semble pas tout à fait correct pour Ethereum, mais peu importe. Et le temps de confirmation des transactions est de 3 à 5 secondes sur Hedera, et ceci avec une finalité à 100%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est preuve de travail et autres, on a en général une finalité qui approche les 100% avec le temps qui avance. Donc, dans beaucoup de cas, on attend 6 confirmations ou plus pour avoir ce degré de finalité. Mais avec Hedera, la finalité vient en 3 à 5 secondes, la transaction est effectuée et ne sera pas annulée. Quand c'est fait, c'est fait. Voilà, donc je vais juste rentrer dans 2-3 cas d'usage et puis on va repartir après sur la gouvernance et d'autres aspects de Hedera. Donc là, on a AdsDax, qui est un de nos utilisateurs les plus prolifiques quelque part. Ils travaillent dans la publicité et se sont rendus compte que dans le domaine de la publicité, quand je parle de la publicité, c'est la publicité en ligne, hein, c'est les clics, c'est les pubs que vous voyez dans vos explorateurs Internet. Beaucoup de tierces personnes qui gèrent ces publicités ont eu tendance à augmenter le nombre de clics, enfin, augmenter,
donner l'impression qu'il y en avait plus que dans la réalité. Donc, ça faisait beaucoup de coûts supplémentaires pour ceux qui payaient ces tierces personnes. Et il y a aussi beaucoup d'intermédiaires dans ce processus, qui fait que ça coûte très, très cher. Enfin, de faire de la publicité coûte très, très cher, même si au final, ça n'a pas besoin d'être aussi cher. Donc, AdStacks se servent de Hedera et du service de consensus, HCS, pour conserver un log de toutes les opérations qui leur permet de prouver, de vérifier à leurs clients et leurs partenaires que toutes les opérations sont bien telles que présentées, avec toute la transparence nécessaire. Ils peuvent le faire parce que donc ils font des milliards d'opérations, ils sont à plusieurs milliards d'opérations dans la dernière année. Ils peuvent le faire simplement parce que les coûts d'enregistrement d'événements sont très très faibles, comme on l'a vu. On a aussi avec Calaxy et Spencer Dinwiddie, qui est peut-être mieux connu aux États-Unis qu'en Europe. C'est une star du basket qui a lancé une plateforme Calaxy sur laquelle il va faire beaucoup de tokenisation d'actifs pour permettre, par exemple, à quelqu'un à partager les revenus d'un joueur de basket ou autre, et d'autres choses qu'ils feront sur cette plateforme. Donc, encore une fois, des frais bas et prévisibles, ce qui est très important pour toute entreprise qui se lance. Et puis, un débit évolutif au niveau performance des transactions qui permet vraiment de travailler en quasi temps réel et ne pas s'inquiéter que la plateforme soit bloquée parce qu'il y a trop de transactions qui arrivent. En chaîne logistique, donc là, on travaille avec Suku. Alors, eux, ils font de la tokenisation d'actifs aussi. Donc, ils travaillent, par exemple, avec des gens qui achètent des baskets particulières qui sont peut-être, il n'en existe qu'une. Et autant on peut tokeniser ces actifs, on peut aussi les vendre sur des marchés, mais il est parfois difficile de prouver que telle ou telle chaussure est bien la première ou la seule qui existe, que ce n'est pas une copie, etc. Donc, ils font des choses intéressantes avec du NFC pour tracer en fait l'historique et l'authenticité de ces chaussures en particulier. Et les NFC viennent d'un de nos membres du conseil, Avery Dennison, qui ont aussi lancé une plateforme de suivi pour leur NFC. Au niveau paiement, donc là, on a un cas d'usage en Europe. Power Transition sont en Angleterre. Ils travaillent dans tout ce qui est énergie solaire et le transfert des actifs carbone, etc., entre producteurs et consommateurs d'énergie. Et ils se servent du token service, entre autres, pour effectuer ces échanges entre producteurs et consommateurs. Voilà, donc un dernier cas d'usage au niveau de l'identité décentralisée. Donc ça, c'est une des grandes promesses des registres distribués, d'avoir une solution identitaire auto-souveraine où on peut choisir ce que l'on partage, choisir comment on le partage avec des tierces. Donc EarthID était un de nos premiers utilisateurs au tout début en 2018-2019. Et il continue à travailler sur cette plateforme d'identité décentralisée. Voilà, donc ça couvre quelques cas d'usage. Je crois qu'on est à peu près 300 différents projets qui tournent en ce moment sur Hedera, avec beaucoup d'autres qui sont en cours d'évolution.
Alors, parlons maintenant de la gouvernance, parce que c'est aussi une chose qui est très, très différente pour Edera. On a beaucoup, enfin, quand je dis on, nos cofondateurs, ont beaucoup étudié les soucis de gouvernance au niveau des plateformes existantes et se sont inspirés du modèle de Visa qui, dans les années 60, pour ceux qui connaissent, le système Visa n'existait pas. Chaque banque avait sa propre carte de débit avec lesquelles les gens pouvaient payer. Mais il fallait un temps énorme pour remettre tout ça à plat à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Tout était basé sur le papier. Et quelqu'un qui s'appelle Dee Hock, et il a écrit un bouquin très intéressant sur le sujet, One from Many, a en fait fait en sorte que toutes les banques se rejoignent dans un seul groupe de gestion qui est devenu Visa, mais avec une gouvernance au travers de laquelle chaque banque avait le même poids au niveau des votes, au niveau des décisions. Donc, que ce soit la plus grosse banque américaine ou la plus petite banque américaine qui faisait partie de ce consortium, tout le monde avait la même voix. Et c'est un peu ce qui a comment dire, aiguillé nos cofondateurs vis-à-vis du conseil d'administration d'Edera, soit 39 organisations mondiales de premier plan. Donc, on parle des Fortune 500 au monde. On en est à une vingtaine aujourd'hui et on travaille à recruter les 19 qui nous manquent. Ceci au travers de 11 industries différentes. Donc, je parlais tout à l'heure d'automobile, d'assurance, etc. On veut s'assurer que le réseau Edera n'est pas géré par des banquiers ou que par des fabricants automobiles. Donc, on veut vraiment une représentation de 11 différents verticaux industriels, une université et une NGO, une organisation non gouvernementale, pour nous donner un peu de comment dire, un aspect un peu moins privé peut-être, un peu plus d'ouverture vers le public, et ceci sur 5 continents. Donc là, on a aujourd'hui des nœuds sur tous les continents, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique ou en Europe. Donc, chacun de ces membres opère un nœud et en opérant ces nœuds, ils ne sont pas indemnisés. Autrement dit, Edera ne les paye pas pour les remercier d'opérer un nœud. Ils seront payés par ce qui est pris sur les frais de transaction. Donc, si on a beaucoup de transactions, ils recevront une meilleure récompense que si on a peu de transactions. Mais en dehors de ça, ils ne sont pas rémunérés ou indemnisés par Edera du tout. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont donc 1 sur 30 ou 100 sur 39 d'influence par vote, donc 2,6%. Et ils se déclinent sur plusieurs comités. Donc, on a des comités au niveau de l'adhésion, direction technique, juridique, marketing. Donc, chacune de ces organisations amène à plusieurs réunions, à ces réunions de comité, des spécialistes. Donc, on a par exemple 2 grandes entreprises mondiales au niveau juridique. Donc, on profite, entre guillemets, de leur expertise dans ce domaine et ils nous fournissent du personnel qui peut participer au comité et apporter leur expertise et leur expérience. Ils sont limités à 3 ans par mandat et ne peuvent avoir que 2 mandats consécutifs, ce qui fait qu'on a aussi une décentralisation ici, donc non seulement au niveau des industries et au niveau des continents, mais aussi au cours du temps. Autrement dit, si un membre du conseil d'administration aujourd'hui prenait une décision quelconque, enfin prenait ou influençait une décision quelconque, dans 3 ans, il faudra qu'ils vivent avec cette décision parce qu'ils ne pourront plus nécessairement être au conseil d'administration. Donc, cette rotation continuelle ou continue fait en sorte que les décisions restent décentralisées dans le temps aussi. Voilà, donc ça c'est pour le conseil d'administration. Donc, comme je disais, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, les décisions qu'ils prennent, ils décident des fonctionnalités, ils décident de la feuille de route,
des modèles de coûts, etc. Et donc, ils gèrent vraiment tout. Et quand je dis ils gèrent, ils sont copropriétaires de Hedera. Ce ne sont pas seulement des conseillers qui viennent ou qui ne viennent pas. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de Hedera. Ils sont copropriétaires de Hedera. Donc, ils sont vraiment, c'est quelque part, Hedera, enfin, moi, je travaille pour ce conseil d'administration, je travaille pour un 39e de Google, un 39e d'IBM et ainsi de suite. Et ils peuvent tout à fait décider demain de remplacer toute ou partie du personnel si l'idée leur en vient. C'est leur entreprise, ça n'est pas la nôtre à laquelle on invite des conseillers. Donc, une forte gouvernance, comme vous l'avez vu. Et cette gouvernance a aussi deux aspects. Un premier qui est un contrôle technique, pas pour les automobiles, mais une des promesses qu'on a faites, c'est que le réseau n'aura pas de fourche. Et ça, c'est essentiel pour les entreprises. À partir du moment où on a des actifs ou des clients sur une plateforme et que cette plateforme se scinde en deux, ces clients existent sur deux plateformes, il y a éventuellement deux API à intégrer, etc., etc. Ça devient très complexe. Donc, on a promis enfin, on s'efforce et on a promis que Hedera, il n'y aura pas de deuxième Hedera. Il n'y en aura jamais qu'un seul. Et des contrôles juridiques, donc certains ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée d'avoir breveté Hgraph, mais l'idée ici est vraiment de pouvoir protéger ce réseau et permettre à ceux qui l'utilisent d'avoir cette garantie d'unique. Cela dit, il n'y a aucune licence nécessaire pour utiliser le réseau. Chacun peut rejoindre le réseau sans demander quoi que ce soit à Hedera, peut s'en servir sans demander quoi que ce soit à Hedera. Et même parfois, on nous demande pourquoi on a un pic de transactions sur le réseau. Et franchement, on ne sait pas parce que quelqu'un le fait, mais ne nous a pas forcément dit ce qu'ils font. Et ça, c'est la nature d'un réseau public. Bien qu'on ait des brevets, etc., le code est ouvert. Donc, si vous allez sur notre GitHub, vous pouvez inspecter tout le code. Tout est ouvert. Et on a récemment aussi ouvert un processus de consultation publique, entre guillemets, pour des idées que la communauté peut avoir ou que nous, on voudrait implémenter. Et on en discute ouvertement et en public avant d'implémenter. Voilà, donc notre conseil d'administration, comme vous voyez, IBM, LG, Boeing, Dentons, un peu partout dans le monde, dans tout un tas de verticaux. Il nous manque encore quelques verticaux, mais on travaille dessus. Voilà, donc juste deux dernières petites slides. Au niveau adoption, donc on a à peu près 8000 développeurs avec qui on travaille régulièrement, surtout au travers de plateformes comme Discord, etc. 50 applications, je pense qu'on est plutôt dans les 300, donc ça, c'est pas tout à fait à jour. On est à plus de 4 millions de transactions par jour, ça fluctue un peu de temps en temps, mais grosso modo, c'est 4 millions par jour. On a récemment dépassé 1,3 milliard d'opérations après 18 mois, ce qui, bien que certains le contestent, nous rend le réseau public distribué le plus utilisé actuellement. Et encore une fois, je dis c'est en 18 mois. Voilà, donc j'ai à peu près fini, enfin j'ai fini avec les slides. J'en ai d'autres si on veut rentrer dans d'autres détails, d'autres cas d'usage, mais peut-être qu'on peut passer aux questions, David. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup. Petite transition avec la dernière question, justement, pour faire suite à ce que tu viens d'expliquer, notamment sur la token économie, l'utilité du token HBAR et peut-être si tu pouvais élaborer effectivement sur la token économie un peu plus d'Hedera. Ouais.
Ouais, tout à fait. Par contre, comme je te l'ai dit, David, et je veux juste prévenir tout le monde, je Oui. ne rentrerai pas dans ce qui est de quoi que ce soit de spéculatif. Ah non, 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 on est bien d'accord. Ouais, ouais. Non, 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 on est Euh, bien d'accord. C'est plus, c'est ouais, ouais. plutôt. Ouais, je te laisse. Euh, le HBAR existe pour deux raisons, hein. La première, c'est pour payer les frais de transaction, les frais d'opération sur le réseau. Euh, D'accord. Quelqu'un qui veut créer un token ou qui veut échanger des HBAR avec quelqu'un d'autre doit payer le coût de l'opération en HBAR. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la conséquence quelque part, c'est que ça permet aussi de sécuriser le réseau, euh, simplement parce que le consensus, le hgraph, regarde quand il détermine qui a vu une opération, il ne regarde pas le nombre de nodes, de nœuds sur le réseau. Je m'excuse un peu pour le franglais, hein. Non, non, pas de Mais souci. il regarde le poids que représente ce nœud en H-bar. Là, pour l'instant, les membres du conseil sont les seuls à pouvoir opérer un nœud. Autrement dit, les 50 milliards de H-bar qui existent sont nominalement euh, distribués ou divisés de manière égale entre ces nœuds, ce qui fait que chaque nœud a le même pouvoir de vote au niveau du consensus. Éventuellement, il sera possible d'apporter son propre portefeuille à un nœud pour ajouter à ce nœud ce que l'on a nous dans notre portefeuille. Donc, si un nœud a 10 H-bar ou 10% de vote et que je rajoute 2 H-bar à ce nœud par proxy, le nœud a maintenant 12% de vote. Je garde des choses assez simples et assez D'accord. petites parce que Ok. 50 milliards, c'est difficile à diviser. Donc, comment dire, en avançant les fonds d'un portefeuille vers un nœud, on augmente le poids de ce nœud au niveau du vote. Donc ça permet de sécuriser le réseau. Donc comme je disais, c'est que chacun peut apporter son poids quelque part au vote et pourra éventuellement choisir à quel nœud apporter ce poids. Et ceci sans locking, donc on peut continuer à transacter ces HBAR pendant qu'elles sont prêtées, entre guillemets, à un nœud. Elles ne sont pas du tout bloquées ou coincées comme beaucoup d'autres réseaux le font. Et on n'a pas non plus, parce que les caractéristiques du consensus hgraph sont telles que ce n'est pas nécessaire, on n'a pas de slashing non plus. Donc, on a pas mal de documentation et de papier là-dessus. Mais si un nœud était malicieux ou se comportait mal, il lui coûterait des hashbars pour le faire. Donc, grosso modo, on n'a pas besoin de lui retirer des sous de son wallet pour le dissuader de le faire. Hmm. Ce qui est encore une fois différent de beaucoup d'autres réseaux où, quand on opère un nœud, si on se comporte mal, on risque de perdre notre mise. Mais ça n'est pas le cas avec Hedera. Donc, tant que. Alors, le conseil d'administration aujourd'hui reste propriétaire, entre guillemets, d'une grosse majorité, plus des deux tiers de HBAR. Et ça, c'est pendant cette phase de lancement, quand le conseil d'administration aura déterminé que suffisamment de HBAR sont suffisamment bien distribués à travers la communauté, il sera éventuellement possible d'opérer un nœud sur le réseau. Ce ne sera plus limité aux membres du conseil. Le réseau deviendra complètement public, complètement ouvert. Mais c'est un risque que l'on ne peut pas prendre aujourd'hui, simplement parce que le market cap de Hedera n'est pas suffisamment élevé. Le coût du HBAR n'est pas suffisamment élevé, ce qui pourrait éventuellement amener quelqu'un à être malicieux sans forcément encourir de grosses pertes financières ou autres. Donc, pendant cette phase de développement ou de démarrage,
on, on garde, enfin, on sécurise le réseau au travers de la confiance que l'on apporte au conseil d'administration. Ok, très clair. Ouais. Juste pour revenir un petit peu sur, au sein d'un projet finalement de gouvernance décentralisée, parce que je reviens finalement à ça, c'est le modèle économique. Quel est le business model et comment c'est OK. défini et puis enfin, l'histoire, je dirais, de HGraph en fait. Comment petit à petit le projet est né et a pu, si tu peux revenir peut-être même Même à bien, l'essence, bien, bien en justement. arrière. Ouais, ouais. Ouais. Donc, alors au niveau crypto-économie et ce que l'on gagnerait éventuellement à opérer un nœud, chaque transaction a un coût et ce coût de transaction est partagé entre les nœuds. Autrement dit, pour rémunérer les nœuds qui participent au consensus, qui participent à cette décision de savoir si une transaction doit être appliquée sur le réseau ou pas, ils sont récompensés en H-bar avec une proportion du coût de l'opération. Donc, un opérateur de nœud pourra éventuellement tirer un profit de l'opération du nœud à partir du moment où on a suffisamment de transactions par seconde, évidemment, plutôt que le modèle actuel où, dans la plupart des cas, il faut, comment dire, gagner, en tout cas en preuve de travail, il faut travailler pour gagner le droit de publier un bloc et ce droit retourne un revenu. Donc là, c'est plus une question de si on participe sur le réseau et que l'on valide des opérations, on est rémunéré quasiment en temps réel. Et donc ça, c'est le modèle de rémunération pour les nœuds. Pour revenir un peu en arrière sur l'historique de Hedera, Lehman Beth, qui est un de nos cofondateurs, est un mathématicien à ses heures perdues. C'était pas il a commencé dans l'informatique, mais il adore les mathématiques. Et il passe son temps libre à essayer de résoudre des grands problèmes mathématiques qui existent depuis très longtemps. Il en a fait part récemment sur un town hall qui est une réunion mensuelle où le Ammons et à Lehman. Et Lehman expliquait qu'il essayait de résoudre un théorème qui existe depuis très très longtemps et que personne n'a encore résolu. Et un de ces théorèmes ou une de ces problématiques, c'était la problématique de voter ou de vote sur les réseaux distribués. Donc il y a une technologie de vote au sein des réseaux distribués qui est la plus sécurisée aujourd'hui, mais qui est aussi la plus coûteuse en trafic au niveau réseau et qui, de fait, en dehors de labos où elle a été en expérimentation, elle n'est pas vraiment utilisable dans le domaine public. C'est la plus sécurisée, mais elle est tellement sécurisée qu'elle est quasiment impossible à utiliser. Donc, il s'est penché sur le problème pour essayer de trouver un moyen de résoudre ce souci. Et il a trouvé cette notion de gossip about gossip, de commérage au sujet du commérage, qui lui a permis en fait d'implémenter au sein de notre algorithme de consensus, de HGraph, le même principe de vote, aussi sécurisé, mais de façon virtuelle. Donc, il a éliminé toute la charge lourde, si on veut, de cet algorithme de vote, l'a rendu très élégant, très simple et très efficace. Et c'était même avant, ça c'était en 2015, hein, c'était avant même que les réseaux distribués soient vraiment lancés. Donc, il s'est attelé à écrire l'algorithme, à codifier l'algorithme en Java à l'époque, toujours. Et ils se sont ensuite tous les deux
donné le challenge, en quelque sorte, de prouver que cet algorithme pouvait fonctionner. Donc, ils sont allés voir des entreprises privées et ils ont déployé l'algorithme purement en privatif pour prouver qu'au sein d'une entreprise, avec des nœuds distribués, cet algorithme était effectivement capable comment dire, de synchroniser plusieurs bases de données, plusieurs systèmes de façon complètement asynchrone et de façon très efficace. Et ayant prouvé ceci dans le domaine privé, ils ont ensuite décidé de monter Hedera et d'octroyer Hedera le droit d'utiliser cet algorithme de consensus H-graph. Et ils ont en même temps planché sur la gouvernance, sur tout ce qui manquait quelque part au registre distribué aujourd'hui pour vraiment leur permettre de prendre leur essor et d'être utilisés par le plus grand nombre. D'accord. Le microcosme que l'on connaît aujourd'hui. Ok, excellent. Et ok, une petite question sur notamment le positionnement d'Hedera par rapport à ses concurrents, une question d'Antoine, tels que Algorand, Solana, Ripple, peut-être Tezos aussi, il nous dit, et il souhaitait savoir un positionnement notamment par rapport à l'adoption en masse et des cas d'usage sur la création des futures monnaies digitales. D'accord, ok. Donc, moi, ce que je vois, c'est que donc, je ne viens pas du monde de la crypto. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis dans les télécoms, dans les entreprises privées, Cisco. Donc, moi, j'ai un passé moins crypto et plus entreprise que peut-être la crypto en général. Et ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est que des entreprises, même je dirais même aujourd'hui, même il y a quelques mois, avec 15 membres du conseil et pas 19, beaucoup d'entreprises disaient, vous savez, 39, on n'a pas vraiment besoin. 15, c'est suffisant pour nous. C'est-à-dire que ces entreprises cherchent un réseau public qui est géré par des comptes ou des noms qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, auxquels ils peuvent faire confiance, plutôt que de faire confiance à un groupe de développeurs qui travaillent dans un coin ou un réseau qui est opéré par un leader qui n'est pas forcément très démocratique, mais bon, voilà. Il y a cette notion de confiance dans un grand groupe de gestion qui est composé de toutes ces différentes entreprises à travers le monde. Ce qui fait que, voilà, comme je disais, même 139 à 15, ils sont pour la grande majorité contents de cette décentralisation telle qu'elle existe. On travaille sur 39, mais c'est pas un problème pour ces entreprises. Après, il y a toutes ces histoires de fourches. Les réseaux qui existent aujourd'hui et malheureusement tout ce qui est crypto-monnaie a un attrait financier très important pour beaucoup. Et souvent, une dispute au sein d'une organisation, au sein de la gestion d'un réseau peut, comme on l'a vu avec beaucoup d'autres réseaux jusqu'à maintenant, résulter dans une fourche, une création d'un deuxième réseau, simplement parce que il y a non seulement, comment dire, un désaccord au niveau technique, mais pour ceux qui veulent lancer le réseau parallèle, il y a éventuellement une plus-value financière très intéressante qui fait que comment dire, c'est presque motivant quelque part de se scinder du flux principal. Donc, voilà, nous vraiment, on table sur cette stabilité, sur des coûts d'opération qui sont fixes en dollars, qui ne vont pas fluctuer massivement d'une semaine à l'autre, et puis d'une capacité de performance qui est réelle, avec tous les attributs de sécurité qui viennent avec. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que quand on fait du marketing au niveau transactions par seconde, il est parfois facile d'éviter comment dire, de passer sous la moquette, comme disent les Anglais, certains aspects de sécurité. On a un leader, donc ça permet effectivement d'aller beaucoup, beaucoup plus vite.
Mais ce leader, ben, il est susceptible d'attaque. Et là, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc, il faut vraiment toujours regarder les choses au niveau blockchain. On parle de trois éléments, la sécurité, la décentralisation les transactions par seconde. Et en général, quand on améliore un, on perd un peu sur les autres. Hgraph est un des premiers algorithmes de consensus à vraiment ne faire aucun compromis sur aucune de ces fonctions. Et je parle régulièrement à Limon, la sécurité du réseau est sa priorité numéro un. On ne va pas faire 100 000 transactions par seconde demain. On pourrait faire une petite modif à la config du réseau. On pourrait faire 100 000. Mais la sécurité serait compromise et ça, c'est un non-non. Pas du tout. OK. Question de Gabi également sur si tu pouvais donner des informations sur les opérations en cours avec les membres du conseil d'administration en vue d'une possible CBDC. Alors, il parle des US avec la Fed, Corée du Sud avec la Shinhan Bank et en Afrique avec la Standard Bank. Est-ce que tu pourrais peut-être communiquer ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, sans rentrer dans les grands détails, hein, on a effectivement plusieurs banques sur le conseil d'administration. On travaille aussi, et ça c'est public, avec une entreprise qui s'appelle EMTech. Donc, si vous suivez notre Twitter ou si vous suivez les discussions Twitter au niveau Hedera, EMTech a créé plusieurs, prototypes ou sandbox, je ne sais pas comment on dit en français, qui sont des environnements de test ou de vérification pour des CBDC et travaille avec plusieurs banques à travers le monde, mais en particulier dans les Caraïbes. Donc, oui, on espère et on pense que Hedera a les propriétés nécessaires pour opérer une monnaie digitale. Personnellement, je pense et je sens beaucoup de tension au niveau de la communauté crypto parce que pour certains, une monnaie digitale, c'est une monnaie complètement ouverte et publique, comme un stablecoin, comme comme on l'a avec USDC, USDT. Et je crois, pour les grandes banques, c'est une façon peut-être d'améliorer d'améliorer les choses au niveau opérationnel et peut-être au niveau coût, mais pas forcément une question de tout rendre public. Et quelque part, je pense aussi que beaucoup de grandes entreprises ou de grands comptes n'ont pas forcément envie de voir leur compte en banque exposé au public. Donc, je pense qu'on va arriver à un modèle hybride de réseau privé qui se repose sur un réseau public pour le consensus, mais les opérations en elles-mêmes seront privatisées au sein du réseau privé. Ça, c'est une grande discussion dans le monde de la crypto, je pense. Ok, merci. Une question aussi d'Hubert pour revenir à ta réponse de tout à l'heure qui disait que le prix du hash-bar doit augmenter pour sécuriser le réseau. Comment comptez-vous avoir une incidence sur le marché des crypto-monnaies pour faire augmenter ce prix et donc pouvoir poursuivre vos objectifs qui sont d'ouvrir des nodes au public? Donc, alors, Hedera se comporte très différemment de beaucoup d'autres cryptos. Et une des raisons, c'est une raison régulatoire. C'est qu'à partir du moment où on fait de la publicité, où on essaye de faire même du market making au sein des échanges, ce que l'on ne fait pas, pour booster la valeur d'une crypto-monnaie, on devient tout de suite propice à tout un tas de problématiques potentielles vis-à-vis des régulateurs ou des aspects régulatoires. Donc, comme on a des grandes entreprises qui nous font confiance et on recherche leur confiance, on s'abstint de faire tout ce genre de travail de fond, je ne vais pas dire créer de l'inflation, mais de créer du buzz au sujet de HBAR.
on crée du buzz autant que possible au sujet de la plateforme, de sa technologie, de ses capacités. Et l'espoir, enfin certainement l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que l'adoption de la plateforme augmente, et ça risque de prendre du temps, hein, il ne faut pas se leurrer, les grandes entreprises n'ont pas forcément toutes des cas d'usage là sous la main. Beaucoup ont besoin d'être convaincus, beaucoup ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement utiliser ma base de données centralisée que j'utilise depuis 15 ans? Donc, il y a beaucoup d'éducation à ce niveau-là qui est en train de se faire. Mais avec l'adoption et la demande pour le HBAR pour payer les transactions, ça devrait créer une économie où cette demande crée une augmentation des prix. Mais ce sera vraiment une augmentation organique plutôt qu'une augmentation spéculative ou spéculatoire basée sur l'utilisation du réseau. Okay. Merci. Et une autre question d'Antoine qui souhaiterait que tu parles du cas d'usage EFTPOS en Australie. Si tu peux élaborer, il voulait savoir si c'était utilisé en réel, le réseau des fonctionnalités d'Edera, ou bien juste un test. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des soucis? Quel est le feedback? Ouais. D'accord, ok. Pour l'instant, non. EFTPOS ne s'en servent pas en production. C'était un test, un proof of concept, une validation en fait. Ça s'est fait avant qu'ils deviennent membres du conseil. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'était un succès, est-ce qu'on a eu des soucis, ça a été un tel succès qu'ils sont devenus membres du conseil. Donc ça s'est très très bien passé. Ils sont maintenant dans une phase de réflexion, de savoir comment ils peuvent se servir au mieux de la plateforme. Et pour eux, c'est pas simplement une question de créer une crypto-monnaie, c'est de créer des cas d'usage autour de cette crypto-monnaie. Donc, par exemple, ça pourrait être de faire en sorte que quand je consulte un site d'information en ligne, plutôt que de prendre une souscription mensuelle ou annuelle, je paye une toute petite proportion de crypto-monnaie australienne, un stablecoin australien, pour le droit de visualiser un article ou un autre. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour moi avec ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'il est possible, c'est pas seulement du paiement électronique ou de la crypto-monnaie, c'est du micro-paiement qui est tout à fait possible. On parle d'un millième de dollar pour une opération. Donc, si je veux payer 10 centimes d'euros pour voir un article, et économiquement, ça peut se faire. Alors qu'avec la plupart des plateformes aujourd'hui, 10 centimes d'euros pour voir un article, si je paye 3 euros pour payer la transaction, c'est pas très efficace. Donc, voilà. Donc, plutôt que se lancer simplement dans un stablecoin australien, ils cherchent vraiment comment créer cet écosystème qui va beaucoup plus loin que juste un stablecoin, qui permet une adoption globale et générale. Donc, je pense qu'ils recherchent vraiment à faire en sorte que si on a une carte de débit IFTPOS, on a aussi l'appli IFTPOS, c'est un wallet et on commence à avoir des dollars australiens en stablecoin, mais on peut aussi s'en servir dans un écosystème. Pas seulement de moi à toi, mais aussi au travers de magasins, de marchands et autres. Donc voilà, période de réflexion et de découverte pour eux. Tu as mentionné également l'automobile et l'assurance, une question de Dan. Est-ce que tu pourrais élaborer sur les partenariats qui ont été réalisés dans potentiel ou donc, alors je ne peux pas donner de nom particulier. On explore quelques avenues au niveau membre du conseil. Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'on a travaillé de très près sur un proof of concept avec un grand constructeur européen pour stocker l'historique des modifications qui sont faites au niveau du logiciel de véhicule. Donc, quand le microcode d'un véhicule est modifié par mise à jour, que ces modifications soient suivies, tracées
je ne sais pas si c'est un terme français, notarisé, notarized en anglais, sur, Ouais, tout à fait. Ouais. sur le consensus pour que bah, ce suivi, en fait, cette traçabilité existe et soit inviolable. On peut après imaginer tous les cas d'usage au niveau de l'entretien, etc., dans un réseau un constructeur automobile où bah, tout ça est centralisé aujourd'hui et pas forcément très facile à tenir à jour. Donc, voilà, c'est des cas d'usage qu'on regarde. On regarde aussi beaucoup, je parlais des objets connectés et puis de tout ce qui est carbone. Avec les véhicules électriques, il y a EDF, par exemple, qui a rejoint notre conseil très récemment, euh, est très intéressé par tout un tas de cas d'usage au niveau d'échange comment dire, de crédit carbone. Donc, si je produis de l'électricité, mais que je la consomme dans ma voiture, comment est-ce que ces échanges peuvent se faire? Donc, voilà, pas mal de… Et ça, a priori, ça ira peut-être toucher des constructeurs automobiles éventuellement. J'avais une petite question, notamment sur les modalités des partenariats, sans rentrer dans les détails. Une grande entreprise, justement, comme EDF, comment ça marche concrètement quand ils viennent, ils abordent EDERA en disant là, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin. Quels sont les… Oui, Ouais. ben ça prend plusieurs formes, hein. Je dirais les premiers ont été les plus difficiles parce que ben, quand on est une grande entreprise comme IBM ou comme qui était dans les premiers, Deutsche Telekom ou Swisscom à l'époque, d'apporter son nom à un registre distribué public, cette technologie qui est encore un peu nouvelle et puis qui, bon, ben, dans le monde de la crypto-monnaie, a une certaine, comment dire, notoriété peut-être. Euh, C'était pas forcément une des ventes les plus faciles, je dirais, parce que voilà, ils y attachent leur nom quand même, hein. Si entre guillemets on se plante, ils sont associés à ce plantage. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et je pense qu'aussi, enfin je sais que au niveau légal, n'oublions pas, comme je disais tout à l'heure, ils sont propriétaires à part entière de Hedera. Donc, il y a de la paperasse, il y a des règles, et tout cela est public sur notre site Internet. Il y a une charte. Et évidemment, au tout début, bon, ben, on n'avait peut-être pas tout à fait tout 100% correct. Donc, il fallait faire des petites modifications au niveau légal et puis on en discute avec un groupe je sais pas, par exemple, chez Swisscom et puis ils veulent faire une modification, mais cette modification, il faut l'apporter aussi à Deutsche Telekom, il faut aussi l'apporter à Magalu, il faut aussi l'apporter à IBM. Donc on peut imaginer la difficulté ou la complexité de synchroniser, on aurait besoin d'un registre distribué, toutes ces équipes comment dire, d'avocats avant qu'ils soient prêts à signer sur le papier. Après la première dizaine de cycles avec ces premiers adopteurs, c'est devenu beaucoup plus facile parce qu'en fait, on avait un système beaucoup plus huilé, on avait comment dire, une charte et un contrat qui était quasiment blindé et qui avait déjà été vérifié par tout le monde, enfin, par pas mal de monde. Donc, c'est devenu beaucoup plus facile. Et puis aussi, pour quelqu'un aujourd'hui s'associer à Hedera est plus simple dans la mesure où ils sont plus les premiers. Donc ça déjà, c'était au tout début vraiment un vrai parcours du combattant pour obtenir ces premiers, je dis partenariats, mais je veux vraiment stresser que c'est plus que des partenariats. Euh, alors maintenant, on a des discussions avec plusieurs qui parfois rentrent enfin, directement, rapidement au conseil et qui ensuite, qui ont déjà des idées de cas d'usage et qui ensuite travaillent dessus, mais ils font partie du conseil d'administration avant même vraiment de travailler sur des projets en interne. D'autres comme IFTPOS, comme je disais tout à l'heure, qui ont fait un peu de concept, avec qui on a travaillé pour valider et vérifier la technologie avant d'y apposer leur nom et leur tampon.
Et, et voilà quoi. Donc c'est assez organique et assez variable en fait en fonction des organisations avec lesquelles on travaille. Sachant aussi que je ne le sais pas, j'en suis pas persuadé, mais comme on a besoin de 11 verticaux différents, si une banque aujourd'hui venait nous voir et qu'on en a déjà pas mal, ou un télécom venait nous voir et qu'on en a déjà pas mal, il y a des grandes chances pour qu'on leur demande d'attendre leur tour. C'est-à-dire que quand on aura une rotation d'un opérateur télécom, on pourra en accueillir un autre. Donc ça, ce sera une position intéressante à avoir éventuellement quand on nous demandera de venir plus qu'autre chose. Mais je voudrais juste faire écho d'une d'une anecdote que Lionel Chocron, qui est notre VP produit, a dit, c'est que pour beaucoup de ces entreprises, s'investir dans Hedera, c'est presque aussi laborieux euh, que, euh, que d'acheter ou de, comment dire, d'acquérir une entreprise. Ils vont vraiment, c'est le même processus. Euh, comme, comme, euh, comme il a été dit hier dans un entretien, ils deviennent propriétaires à part entière de Hedera. Ça peut avoir un impact sur leur compte annuel. Il se peut qu'ils aient à expliquer pourquoi ils opèrent un nœud, combien ça leur coûte, quel est le revenu, etc. Donc, ça a vraiment un impact beaucoup plus important que simplement dire voilà, on veut participer et puis c'est tout. Donc, c'est un processus très approfondi, euh, relativement complexe, mais qui devient plus facile, mais qui ne devrait pas être sous-estimé. Une question également de Cédric sur si tu peux élaborer un petit peu sur le projet d'OVU, notamment en gros ce qu'est d'OVU et ce qu'ils peuvent apporter à l'environnement. Oui, alors je suis Ah, pas, ouais. ouais, je suis pas super au courant de ce projet, mais à ce que je sache, de l'échange de crédit carbone, c'est ça? Euh, il me semble, hein. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est que un producteur de carbone ou un consommateur de carbone va pouvoir créer plutôt un producteur des crédits de carbone qui peuvent éventuellement être échangés par un consommateur de carbone pour faire en sorte que comment dire, le total carbone soit zéro ou quelque chose comme ça. Donc, dans beaucoup de cas d'usage, ce qu'on trouve, c'est que les producteurs de carbone comment dire, transforment pas les producteurs, les producteurs d'énergie décarbonisée transforment cette énergie en token qui représente la quantité de carbone qui a été économisée ou sauvée ou autre. Et cette économie ou ce token peut ensuite devenir échangeable sur une marketplace. Donc, par exemple, si moi j'ai des panneaux solaires à la maison, je peux vendre mes tokens carbone sur une marketplace à quelqu'un n'importe où dans le monde qui lui est consommateur de carbone et a besoin de remettre ses balances à zéro en achetant les miens. Donc, c'est là qu'on commence à voir des cas d'usage au niveau des tokens. Donc, il y a du D'accord. minting et du burning qui se fait en temps réel. Et on Mhm. travaille aussi très, très près avec l'Interwork Alliance qui, qui étudie beaucoup tout ce qui est token et la nomenclature ou la définition de ces tokens. Donc, on travaille très, très près avec eux pour définir des tokens qui correspondent, par exemple, à toutes ces notions de carbone et d'énergie. Et aujourd'hui, une question bête, mais aujourd'hui, c'est du déclaratif, hein, concrètement, l'énergie décarbonisée. Comment c'est vérifié aujourd'hui, finalement, Ben oui, c'est un peu, donc c'est un peu, comment dire, oui, c'est effectivement c'est déclaratif et je pense que dans certains cas,
Certains arrivent même à faire valoir leur crédit carbone 2 fois. Autrement dit, je les vends une fois à quelqu'un et je les vends une fois à quelqu'un d'autre. Je m'en suis, entre guillemets, 2 fois dans les poches, mais au niveau carbone, ça n'a pas. Il n'y avait qu'un crédit et pas deux. Donc, on regarde beaucoup à de l'applicatif où on joint plusieurs technologies, que ce soit alors je vais le dire en anglais, Decentralized Identity et Verifiable Credentials. Autrement dit, la chaîne de production va signer les kilowattheures qu'ils produisent, enfin les signer, va apporter une signature électronique ou cryptographique aux informations qu'ils produisent. Cette signature peut être vérifiée au travers d'un crédentiel qui, lui, peut être vérifié. Autrement dit, on peut vérifier que je suis effectivement un producteur accrédité, entre guillemets, et je suis accrédité par, mettons, EDF ou un grand groupe qui est responsable pour ces accréditations ou un groupe public. Et à partir de ce moment-là, ces données que je génère sont vérifiables. Elles peuvent m'être attribuées, elles peuvent être vérifiées. Et si elles servent ensuite à créer un token, toute la chaîne de production du token et de consommation et d'utilisation du token, un peu comme la supply chain au niveau fabrication de produits, etc. Toute la traçabilité existe et tout est vérifiable de bout en bout. Donc, on évite une grande partie de cet aspect déclaratif sans vérification et aussi de double spend, entre guillemets, ou de double vente qui peut exister dans le domaine. OK. Question qui était plus haut sur on va prendre peut-être plus, plutôt là, sur le développement de la communauté Hedera en France. On parle beaucoup d'une communauté anglophone, enfin en tout cas, c'était le sentiment de Milan. Qu'est-ce que tu peux dire sur le développement de cette communauté en France, en Europe, dans d'autres pays? Oui, c'est un peu vrai. Je pense que je fais partie d'un groupe de Telegram français où il y a très, très peu d'activités. Il y a aussi dans notre Discord un groupe français où, encore une fois, il y a très peu d'activités. J'avoue que moi, je suis plutôt, comment dire, preneur que développeur de communauté. Autrement dit, s'il y a des gens en France qui sont intéressés par Hedera, qui ne veulent pas forcément poser des questions techniques en anglais ou participer au groupe anglais, je suis plus que volontaire pour répondre à leurs questions en français et créer cette communauté francophone. Mais il est vrai, pas trop dans le domaine ou dans le modus operandi de vente ou de création de communauté, où je ne suis pas super actif dans ce domaine-là. En revanche, tu peux communiquer peut-être le nom du groupe dans le chat ou... Oui, il y a un groupe Telegram. Peut-être que je peux te les envoyer par mail après. Oui, complètement, ouais. Ouais. Super, ok. Ensuite, une question de Dan aussi sur comment l'industrie de l'assurance pourrait-elle profiter de la technologie DLT et l'entreprise DeFi? Question large. Ouais. Alors, il y a beaucoup il y a des cas d'usage en particulier au niveau de tout ce qui est programmabilité. Beaucoup d'assureurs aujourd'hui, c'est peut-être plus aux États-Unis, je ne l'ai pas forcément vu en France, parlent de ce qu'ils appellent d'assurance paramétrique. Autrement dit, si on est assuré contre les inondations, par exemple, et qu'il s'avère qu'il a plu 50 cm dans une région particulière et que cette information est vérifiable, certains assureurs vont payer leurs clients une somme fixe pour subvenir aux dégradations potentielles. Donc, cette somme fixe, elle pourrait être à la fois
supérieur aux dégradations ou au coût des réparations nécessaires, ou éventuellement inférieur. Mais on ne rentre plus où ils économisent, et peut-être que les cotisations sont également plus faibles. Il n'y a plus besoin de faire toutes les expertises qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, etc. etc. Donc, dans tout ce qui est désastre naturel, ça leur permet d'être beaucoup plus réactifs au niveau des indemnisations qu'il ne serait autrement, où il faut envoyer des experts qui vont faire leurs études, qui vont être contre-expertisés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais dans tous Donc, les dans cas, il tout ce faudrait qui quand est… même un expert, quelque part. Mais pas forcément, parce qu'ils pourraient se baser sur des données météorologiques. Donc, Ah oui, si ils ont la preuve par l'intermédiaire de, je ne vais pas dire Météo France, mais de plusieurs organismes, et on pense éventuellement à l'équivalent d'un Oracle pour la blockchain qui permet d'agréger plusieurs informations postales, ou dans cette ville, à cette heure-ci, il a plu 50 mm. À ce moment-là, le contrat d'assurance rentre en jeu immédiatement. Donc, ça, c'est pour l'individu. Certains cas d'usage dont j'ai parlé avec des assureurs, c'est tout ce qui est container qui traverse les océans. Si j'ai un container de verre de cristal qui viennent de Chine et qu'à l'arrivée, j'en ai 50 qui sont cassés, bah, il faut que je le prouve, il faut que je démontre que ça s'est bien passé, il faut qu'un expert passe, il faut qu'il compte les verres cassés, etc. Alors que si on a un détecteur de vibration sur le container, et qu'au-delà d'un certain nombre de G, il est considéré que 100 verres seront cassés, je peux être indemnisé sur le champ. Il se peut que je sois perdant, il se peut que je sois gagnant, mais on accélère les processus d'indemnisation de façon assez conséquente. Mais tout ça a besoin d'être vérifiable. Donc, il faut peut-être une traçabilité des mesures de vibration de tel ou tel capteur, des mesures de température de tel ou tel capteur. Et à partir du moment où on a cette traçabilité et que la véracité peut être avérée, on peut considérer effectivement engager des contrats d'indemnisation automatiquement. très clair. C'est un exemple. Question sur la gouvernance de Uber. Une fois que les 39 membres du conseil seront choisis, comment comptez-vous choisir leur remplaçant à la fin de leur mandat? Ça, ce sera le travail d'un des groupes de travail du conseil d'administration. Il y a un groupe de travail spécialisé dans le recrutement, entre guillemets. Donc, leur rôle entre les 39 sera de décider sur ceux qui se portent candidats, ou sur ceux que l'on a réussi à recruter au travers d'un processus de vente assez traditionnel quelque part. Ce sera à eux de décider quels seront les prochains à venir. Donc, ce sera un vote qui sera exécuté par le conseil d'administration à 1,39. Et puis voilà. Ouais. Ouais. Non, très clair. OK, merci beaucoup. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On a quand même bien débordé sur le timing. Merci beaucoup, Greg. Merci infiniment pour ta De présentation, rien, non, merci. les Merci échanges. à toi, et puis à tous ceux qui ont pris le temps, comme je dis, sur un jour férié. Ouais, merci à C'est tous. notable. Exactement. Merci à tous les participants. Et puis, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. N'oubliez pas, donc mardi prochain, on a une session crypto-économie avec Stanislas de Conetta sur les cycles Bitcoin et autres crypto-assets. Et puis, jeudi, sur une session avec Chainlink, Johan Ed, qui est lead integration de Chainlink et qui viendra jeudi soir à 18h et mardi à 18h. Merci encore. Merci. Voilà. Merci Ouais. beaucoup, Je Greg. voulais juste revenir sur Oui, une question qui a été posée. Quelle couleur la bien sûr, ouais, Lambo? je t'en prie, bien sûr. Quelle couleur la Lambo? Je suis pas trop Lambo, ce serait peut-être plutôt McLaren. Mais cela dit, euh, quand je vois ce que ça coûte à faire, à faire fonctionner, et les difficultés en France à trouver quelqu'un pour… Je ne suis pas sur Paris, hein. Et l'utilisation que j'en fais, quelque part, je me dis non, peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes à faire avec l'équivalent monétaire de ces jolis objets.
autant j'aime l'automobile, ce ne sera pas une Lambo, non. Excellent mot de la fin. Juste une dernière question aussi. Est-ce que pour tout ce qui est partenariat, si on a besoin d'avancer